Mardi 10 novembre, 11 heures du matin, il fait à peine 8 degrés. Nous avons là depuis une semaine maintenant à peu près ce conflit de masse d'air. Et ce matin de nouveau, vent légèrement, très légèrement, là il n'y a pas de vent, mais il y a eu un tout petit peu de vent d'est. Et les masses d'air froide liées à l'anticyclone basé sur le centre Europe et les différentes dépressions qui effleurent la France et qui ont provoqué des pluies sur l'ouest et sur le midi, le conflit de masse d'air se traduit ici par ces brouillards persistants. Donc tout dégouline. Et donc, j'ai trouvé rigolo que d'essayer de filmer cette ambiance. Alors, je sais que les cinéastes ont toujours beaucoup de mal à faire des films dans la brume. Alors, ils ont des artifices, ils ont puis des spécialistes, etc. Donc, je me suis demandé si ça allait donner quelque chose ou pas. En tout cas, je tente. Et donc, l'autre jour, j'ai fait cette vidéo sur les tomates parce que ça allait disparaître, les traces allaient disparaître. Et donc, il était urgent de filmer tout ça pour conclure. Mais mon objectif, en fait, n'était pas de parler des tomates. Quelqu'un m'a fait un commentaire fort juste. C'est pas censé, et d'ailleurs je n'essaye pas de produire des tomates en novembre. Il se trouve que j'en ai encore, et il se trouve que c'était les primeurs qui sont dans la serre, et par conséquent j'en récolte et je constate avec bonheur qu'elles sont même relativement bonnes. Mais ma réflexion de fond, vous l'avez dans la vidéo que j'ai faite sur les canicules et les sécheresses cet été. Et je voudrais le rappeler ici parce que sinon, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous montrer, ou vous allez comprendre ça de travers. J'ai passé une douzaine d'années en Afrique. J'ai vu la lutte que peut représenter, les corvées que peuvent représenter le fait de se procurer de l'eau potable. Et même si, donc chez moi, je peux me payer l'eau potable du robinet, quelque part, pour des raisons, on va dire, éthiques, ça coince. Donc, mon rêve le plus cher, et ça a participé à la conception du logiciel que je mets en œuvre dans le potager du paresseux, mon vœu le plus cher serait de ne pas arroser à partir de l'eau du robinet. Pour des raisons simplement éthiques. Mais je peux aller un tout petit peu plus loin. Très franchement, les gens qui se disent autonomes pour leur nourriture en l'obtenant, en tirant l'eau du robinet, ça me pose quelque part une question tout simplement de cohérence ou de schizophrénie, si vous voulez. Autonome avec des légumes produits avec de l'eau amenée par un système très compliqué, de l'eau potable, donc de l'eau de qualité, est quelque chose qui me heurte. Cette contradiction me paraît être la signature d'une errance des esprits. Donc le potager du paresseux, j'essaye de ne pas arroser, ce qui se traduit par le fait que certains de mes légumes connaissent d'énormes problèmes en été parce que je ne les arrose pas ou je les arrose trop peu. Et donc, pour un certain nombre de choses, avec les canicules et les sécheresses qui se répètent, j'ai du mal à les produire en été. Et donc, j'ai des légumes, par exemple certains choux, la majorité des choux, qui sont absolument ridicules, à se pisser dessus de rire, mais voilà, c'est le prix à payer pour cette lubie. Et donc, je voudrais aujourd'hui faire un tour pour vous montrer comment certains légumes
récupère, comment se comportent certains légumes plantés ou semés très très tard, pour que vous ayez une idée de ces adaptations que j'essaye de faire pour avoir un système à la fois résilient, donc dans lequel je n'ai pas besoin de traiter, mais aussi pardon, pour avoir un système résilient à la sécheresse et aux canicules sans recours à une artificialisation. Alors passons vite fait, hein. Donc pour une fois je commence par le bas, framboisier du bas, passons vite fait, hein. Donc sécheresse, les conduites de goutte à goutte sont en place, mais je n'ai pas arrosé parce que je n'avais plus d'eau dans mes citernes, et donc à peu près toutes les fleurs ont avorté, et donc il n'y a quasiment plus eu de production à partir de septembre. Et évidemment maintenant, la messe est dite, différentes maladies, différentes rouilles sont en train de ravager ces plantes. Inutile d'envisager de lutter, c'est tout simplement la saison qui est finie. Par terre, un bordel sans nom, ça c'est les oiseaux qui grattent, et qui m'ont étalé tout le BRF qui était censé être sous ces framboisiers, et une activité absolument délirante de vers anéciques. Donc on voit partout des turicules. Bon signe, donc le travail est en cours. Donc un de ces quatre, durant l'hiver, je vais quand même avec un râteau ramener tout ça sous les framboisiers. Alors ici, de l'autre côté, différentes choses. Des scaroles semées cet été, au mois d'août, à l'époque arrosées un peu, qui maintenant sont pour certains en train de monter en graines. D'autres, on en a récolté ces jours-ci. Il y a là ces fameuses Batavia reines de glace qui ont des symptômes de coup de froid, hein, donc souffert du froid. D'autres légumes, donc d'autres salades, d'autres Batavia ici plantées, ça doit être fin septembre, qui traînent des pieds. Choux rouges plantés quelque part courant septembre, dont je ne sais pas du tout ce qu'ils vont devenir, ils sont en pleine forme. On reviendra sur ces croissances absolument exubérantes qu'on a là en fin de saison, pour une raison agronomique qui s'explique très bien. Poireaux aussi, des semis donc, de cet été qui sont en train de se développer. Et donc j'ai d'autres poireaux plus gros en haut, ceux du printemps. Et donc ceux-là seront en deuxième rideau durant l'hiver. Quelques rares carottes qui ont échappé à des semis faits cet été, arrosés, mais malgré les tentatives d'arrosage, la levée a été très très catastrophique. Donc voilà. Comment est-ce que ça va évoluer? J'en sais rien. Il y a des belles salades là-bas, il y en a des petites, tout va dépendre maintenant de la saison. Les choux rouges vont-ils paumer? Je n'en sais rien. Les poireaux, là je suis certain, aucun problème. Les carottes, elles sont déjà prêtes à être récoltées, hein. On va voir si j'arrive à la sortir. Ah merde, je l'ai cassée, mauvaise idée. Il faut que j'aille chercher un instrument, mais voilà donc ces carottes de cet été, sauf que donc il n'y en a que 4 ou 5, 6, 7, bon, pas grand-chose. Alors ici, tout un ensemble de choses repiquées durant l'été, arrosées de façon, on va dire, maigrichonne, hein, très très parcimonieuse, juste pour que ça survive. Et donc, comme chaque année,
Lorsque la pluie revient, cette année elle est malheureusement revenue très très tard, hein, je vous ai mis dans la vidéo précédente les graphiques qui montrent que je n'ai pas eu de pluie en septembre avant le 25 ou le 26. Et donc les mécanismes de transformation des matières organiques, minéralisation, humification, censés nourrir mon sol vivant, tous ces mécanismes se grippent lorsqu'il y a sécheresse. Et par conséquent, mes légumes sont scotchés parce que tout simplement, le sol ne vit pas. Le sol ne vit pas parce que les vers de terre descendent et puis s'enroulent et ne bougent plus parce que sinon ils se dessèchent. Les bactéries, comme dans un saucisson sec, n'ont plus prise sur les matières organiques et ne peuvent plus transformer ces matières organiques. C'est la raison pour laquelle un saucisson sec se conserve alors qu'une viande hachée se décompose très vite. Et même les champignons, qui ont un peu plus de capacité pour extraire l'eau et la faire circuler à travers leur réseau, ben même les champignons vont arrêter leur croissance en été. Donc tout est naturellement scotché. Arrivent les pluies, donc cette année vers le 25 septembre, sur un sol qui est chaud, et là ça va être exactement le phénomène inverse. Tout à coup, le vivant a tout ce qu'il lui faut. Température favorable, le sol est chaud. Là, entre-temps, il s'est refroidi, mais le 25 septembre, il était chaud. L'humidité, donc l'eau, et l'activité de l'ensemble de ces organismes du sol reprend de façon tout à fait hallucinante. On a là partout à travers le foin la signature des vers anéciques qui font des turicules, preuve qu'ils sont très actifs. Et du coup, minéralisation, les matières organiques se décomposent, la partie protéines ou la partie azotée, très exactement les protides contenues dans cette matière organique, donc le foin et tout ce qui traîne par terre, va commencer à être transformé très très vite en nitrate et va donner une espèce de dopage de mes légumes. Regardez ce brocoli planté ici, je pense que c'est début septembre, ou entre mi-août et début septembre. Et voilà donc l'allure qu'il prend dans ces conditions-là, humidité, nitrate, et jusqu'il y a peu, des températures qui étaient encore suffisamment élevées, et donc tout à fait naturellement, cela explose. Sur les brocolis, ces doses de nitrate se voit très facilement au niveau de la couleur vert bleuâtre des feuilles. Les autres choux, là, ce cabu, lui aussi, regardez sa taille, plantée dans la même période. Alors il y a aussi, parmi les organismes qui se réveillent, certaines limaces. Et donc les feuilles basses, à peu près tous mes légumes, sont ravagés par les limaces. Par contre, les feuilles, les trous qu'il y a dans les feuilles là, à mon avis, sont plutôt le résultat de certaines chenilles. Il y a là des petits fils qu'on voit de certaines chenilles qui ont disparu entre-temps, pour certaines ravagées par les frelons et les guêpes avant qu'il ne fasse trop froid et que ces auxiliaires ne disparaissent. Là, des scaroles, comme vous pouvez le voir, que je récolte, et donc ça c'est les restes, pas très belles, parce que ont trop souffert de la sécheresse, mais néanmoins, il y a des petits cœurs que je récolte, et donc là, je vais encore pouvoir me faire 2-3 saladiers. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Donc là, un chou cabu qui est en train d'éclater, qu'il faut que je mange. Et puis, un peu partout, un point sur lequel je vais revenir, des adventices, donc, enfin des plantes qui poussent, parmi lesquelles, voilà, soyons précis, parmi lesquelles
des adventices. Par exemple ici, cette Véronique de Perse que je m'empresse de laisser parce qu'elle couvre le sol, elle retient ces nitrates dont je viens de parler à l'instant, donc de cette minéralisation très très active. Si je ne fais rien, si mon sol est nu ou s'il est couvert par un matériau inerte, et c'est là-dessus que je voudrais insister, il y a une confusion absolument terrible, absolument terrible. Un paillis, donc de la paille, du foin, des copeaux ou que sais-je, des feuilles mortes, ne vont en rien absorber les nitrates présents dans cette fin de belle saison ou début de mauvaise saison, appelez ça comme vous voudrez. Je vous ai expliqué à l'instant même qu'il va y avoir des nitrates en pagaille, vous ne faites rien ou vous couvrez avec un matériau inerte, les pluies d'hiver vont entraîner ça, quoi que vous pensiez. Ne faites pas l'erreur de penser que votre couverture du sol, vous avez décrété que votre jardin est un jardin naturel et donc par conséquent il ne peut pas polluer. C'est un non-sens absolu, c'est une méconnaissance absolue des mécanismes biologiques. Donc peut-être naturel, d'ailleurs il n'est pas naturel parce que le système naturel à cet endroit-là serait une forêt, mais disons, vous pensez qu'il est plus que bio, mais si vous ne faites rien pour ramasser vos nitrates, ces nitrates vont partir dans les nappes d'eau et vous allez polluer autant que l'agriculteur le plus conventionnel qui a cultivé des brocolis comme ça avec des ammonitrates. Même dose de nitrates dans le sol, même lessivage, même problème, même cause, mêmes effets. Et donc je reviens à l'utilité de toutes ces mauvaises herbes. Alors celle-là, donc cette euphorbe-là, c'est fait partie de mes essais pour voir si elle est efficace ou pas contre les ratopiers. Et donc un certain nombre de mauvaises herbes que je vais vous montrer. Ici, c'est la Véronique de Perse. Véronique qui est une tapissante, là, sous mes poireaux, ou entre mes poireaux, ou ici autour de mes scaroles, qui non seulement ne me posent aucun problème, mais dont j'espère qu'elles vont se développer aux endroits où, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, je disais qu'il y avait ces plantes tapissantes, parmi lesquelles ces adventices qui vont retenir mes nitrates. Là-bas, il y a du mouron qui a exactement la même fonction, retenir des nitrates, empêcher leur lessivage, mais il y a aussi un peu partout de la mâche qui vient de façon tout à fait spontanée. Donc cette mâche-là, ça va être ma part à moi. Pour l'instant, elle ramasse des nitrates. Et puis ensuite, c'est moi qui va manger cette mâche avec, j'espère pas des nitrates, mais des protéines qui seront dedans. Alors ici, en remontant, une parcelle très intéressante et qui peut surprendre certains dans la mesure où, comme vous le voyez, elle n'est pas couverte, donc elle est en sol nu. Alors, historiquement, donc, c'était ici donc, une parcelle de pommes de terre. Donc, on les a récoltées, je ne sais plus trop, on va dire début septembre, mi-septembre. Donc, pommes de terre couvertes d'une double couche de foin au départ. Donc, évidemment et heureusement, il restait du foin au moment où les tubercules étaient formés, parce que sinon, ils auraient verdi. Et donc, avec une fourche, j'ai mis de côté ce qui restait comme foin, et c'est cet andin que vous voyez ici, là-bas, et qui d'ailleurs intéresse beaucoup les oiseaux, vous voyez, qui viennent gratter aux pieds, ce qui fait qu'ils me recouvrent sans le faire exprès la partie que je vais, ou j'avais l'intention de maintenir nue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après avoir enlevé le foin? J'ai gratouillé
avec un espèce de croc pour récupérer le plus possible de pommes de terre. La récolte était honorable, sans plus, hein, parce que donc pas arrosée toujours. Et donc la pomme de terre est une plante qui, au moment de former ses tubercules, a des besoins en eau importants, ou très exactement, elle est sensible à un manque d'eau lorsqu'il s'agit de remplir les tubercules. Besoin en eau et sensibilité au manque d'eau ne sont pas tout à fait simultanés. C'est combien il faut de litres pour que ça produise. Sensibilité veut dire que quand il n'y a pas ces litres-là, certaines plantes à certains stades vont réagir de façon, on va dire, exagérée, tout simplement parce que l'eau leur manque pour remplir les tubercules. Et c'est donc le cas de la pomme de terre au moment de la tubérisation, de la formation de ces tubercules. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien. Strictement rien. Et vous avez s'installe. Alors qu'est-ce que c'est que ce tapis vert? Ben, dans la logique de ce que je viens de vous dire, c'est un mélange de certaines adventices sympas et d'un certain nombre de légumes. Il y a ici essentiellement deux sortes de mâches, de la mâche à grosses feuilles, hein, donc les mâches plutôt d'origine italienne, et des mâches à petites feuilles rondes, qui sont celles qu'on appelle souvent, ou les variétés portent souvent le nom de coquilles, coquilles de Louviers, la verte de Cambrai est aussi de ce style-là, qui sont des mâches plutôt nordiques, plutôt très résistantes au froid. Viennent là quelques crucifères dont je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne vais pas les arracher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis viennent là tout plein de betteraves rouges, donc en pagaille. Et au milieu de tout ça, mais en relativement petite quantité, essentiellement des Véroniques de Perse que je viens de vous montrer à l'instant et que je trouve ici au stade de planture. Alors ça peut intriguer. Comment est-ce que je fais pour ne pas être envahi par un certain nombre d'adventices extrêmement agressives que les jardiniers craignent comme la peste? Ben, c'est tout simple. Faites attention. Je rappelle que vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien en jardinage naturel si avant d'évoluer. Le temps drame, c'est de vouloir tout de suite. Vous tombez sur une vidéo de Didier et dans 6 mois, vous voudriez avoir ce que moi j'ai obtenu en 6 ans. Si je l'ai obtenu en 6 ans, c'est pas que j'étais mauvais. C'est que tout simplement, il faut laisser le temps à des processus qu'il faut piger. Donc, il faut mobiliser son cerveau. Et ensuite, accompagner ces processus. Qu'il faut absolument retenir et écrivez-le en rouge, en noir, en bleu, en fluo, jaune, etc. Mais enfin, mettez-le dans votre crâne. Quand on arrête de travailler la terre, de retourner la terre, petit à petit, je dis bien petit à petit, une année, et puis une année, et puis une année, et puis une année, je fais exprès, hein, pour faire durer le temps, pour faire rentrer cette notion de temps qu'il faut laisser au temps, petit à petit, les 2-3 premiers centimètres du sol s'épuisent en graines de mauvaises herbes, celles qui enquiquinent le jardinier. Donc, exit les laitrons, vous pouvez chercher, il n'y a pas là de laitrons, j'en vois pas, il y en a peut-être un ou deux, mais disons, rien du tout. Exit les sensons, exit les kénopodes. Donc la première année,
les quelques graines qui sont en surface germent, vous les arrachez ou vous passez le foin par-dessus, ils crèvent. L'année d'après, il reste encore quelques graines. Quand vous ouvrez, ça germe, un par-ci, un par-là, etc. Vous les arrachez ou vous remettez du foin et ils sont morts. Et au bout de 4-5 ans, eh ben, les graines de mauvaises herbes manquent. Ah tiens, je fais la fusée. Les graines de mauvaises herbes manquent parce que, en fait, en travaillant la terre, on remet en jeu, chaque fois qu'on retourne la terre, des nouvelles graines qui en profitent pour germer. Vous avez vu ça sur n'importe quel chantier, le long d'autoroute. Voyagez les yeux ouverts avec le cerveau qui marche et ne vous laissez pas abrutir par les conneries sur Internet. Et vous voyez quoi quand il y a une tranchée qui a été faite? Vous voyez des mauvaises herbes qui se mettent à germer. Pourquoi? Parce qu'il y a des graines qui arrivent dans les 2-3 premiers centimètres du sol où elles peuvent germer. Et donc, j'ai contrôlé la présence de graines d'adventices enquiquineuses, celles qui seraient en mesure de dominer mes légumes. Et par contre, je sème certaines adventices, telles que les véroniques, que je laisse arriver en fleurs comme vous venez de le voir, de façon à ce qu'elles se ressèment et que quand je vais ouvrir, comme je l'ai fait ici, donc quand je vais ouvrir là-bas l'année prochaine, il y aura des véroniques de perles tapisser le sol. Alors ça explique pourquoi j'ai très peu de mauvaises herbes, sans biner, sans piocher, sans rien faire, mais ça n'explique pas d'où vient cette mâche. Ben, cette mâche, elle vient tout simplement du fait que, avant de mettre les pommes de terre, il y avait ici déjà des mâches il y a un peu plus d'1 an, et que j'en ai récolté beaucoup, hein, donc je passe mon temps à chercher ma part à moi de mâches, en coupant celles qui ont atteint la bonne taille, et puis toujours, parce que j'en ai tellement, il y en a qui montent en graines. Et donc ces pieds-là, je les tape contre mon pantalon de façon à ce que les graines, au moment où je mets les pommes de terre, tombent sur le sol. Et donc ensuite, quand j'ouvre, eh ben, automatiquement, ce sont des mâches qui poussent. La betterave, il y a dû y avoir un pied de betterave ici, il y a 1 ou 2 ans, qui est monté en graines, dont les graines sont tombées là, sont restées jusqu'à ce que j'ouvre, donc je laisse la terre à nu et elle pousse. Je vois ici aussi une scarole qui vient, et donc cette crucifère, dont je ne sais toujours pas ce que c'est, si c'est du rutabaga, parce que j'ai eu du rutabaga dans la zone, ou autre chose, et donc ça va être la pochette surprise. Un beau jour, je verrai ce qu'il y a au bout, la racine, et là, je pense que je reconnaîtrai ce que c'est. Alors, le peu de foin qui reste est très très utile parce que c'est la nourriture de ces vers anéciques. Ils viennent se nourrir et ils viennent choper les entraînes. Donc il est important qu'il reste un peu de foin partout, puisque donc les vers anéciques ont tendance à ne pas s'écarter de leur trou, et il y a partout ici des turicules, signe de cette activité très très importante. Ah ben quand même si un sénesson ici. Donc il restait une mauvaise herbe, et j'ai oublié de vous montrer que ici viennent spontanément tout plein d'artichauts. Comme vous le voyez, je laisse toujours mes légumes monter en graines. Je vous rappelle que c'est d'abord un respect vis-à-vis de la biodiversité. Donc les butineurs, ne leur arrachez pas la nourriture de la bouche en enlevant un artichaut monté en fleurs parce qu'il ne vous intéresse pas vous. Pensez à tous ces butineurs. Et puis finalement, vous voyez que vous allez être vous-même récompensé parce que ces capitules-là vont là-dedans, il y a plein de graines. Voilà, là il y a des graines qui vont tomber au sol et qui vont vous donner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous ne savez pas quand, des pieds d'artichaut. Donc je vais pouvoir transplanter
je vais en mettre là dans cette pagaille pour maintenir la broussaille en retrait. Donc voilà comment marche le potager du paresseux et voilà pourquoi ici, il n'y a actuellement pas de couverture. J'absorbe les nitrates. Je ne fais aucune différence entre engrais verts, légumes, etc. Tout ça est dans le même sac. Les légumes que je ne récolterai pas feront un engrais vert. Et les mauvaises herbes qui poussent, pourvu qu'elles n'étouffent pas et qu'elles n'empêchent pas mes légumes de lever, sont des engrais verts qu'on a juste oublié d'étiqueter engrais verts. Et donc, c'est d'une simplicité enfantine, à condition de maîtriser son instinct de tueur de mauvaises herbes. Voilà. Je vais vous faire quelques gros plans et le seul truc qui m'emmerde dans tout ça, ce sont les oiseaux. Alors, vous avez vu qu'il y a un petit chat là qui est passé furtivement, enfin il est plus si petit que ça. Il a 3 mois et j'ai de la chance, c'est un bon chasseur. Il m'a déjà chopé quelques rongeurs. Alors, malheureusement pas les rats-aux-pieds, hein, parce que sous terre ils n'y arrivent pas, mais des rongeurs de surface. Encore hier, il s'est pointé avec. Et je ne pense pas qu'il chasse beaucoup d'oiseaux, mais en tout cas, il les enquiquine parce qu'il zigzague tout le temps dans le potager. Et alors, les oiseaux se méfient. Alors, un dernier commentaire. Vous voyez là une bande où il n'y a pas ces repousses. C'est tout simplement que les oiseaux avaient étalé le foin et que c'est tout à fait récemment qu'avec une fourche, j'ai nettoyé un peu. Donc, en l'absence de lumière, à cause de la présence de ce foin étalé par les oiseaux, il n'y a pas eu de levée dans cette bande-là. Bon ben finalement hier, le tournage en était resté là. J'ai fait une petite sieste. Et puis quand j'ai émergé, ben, le brouillard s'était tellement densifié que j'ai même plus eu envie de sortir. Alors aujourd'hui, je vais continuer. Les conditions n'ont pas beaucoup changé, si ce n'est qu'il fait relativement doux. On frise les 10 degrés, ce qui m'indique que le temps océanique plus chaud est en train de gagner, d'arriver aux portes de l'Allemagne ici. Alors, je vais terminer cette vidéo sur ces éléments de croissance assez spectaculaires à l'automne. Un autre exemple, donc en dehors des choux que je vous ai montrés, sont ces navets ici. J'en prends 2 au hasard. Semés à la suite d'une récolte d'oignons, d'ail et d'oignons, je ne sais plus exactement où s'arrêter quoi, mais donc on va tout ça mettre dans le même chapeau de la famille en question, les Alliacées. Et donc, en pleine sécheresse, j'avais tiré un certain nombre de lignes pour semer d'un côté des navets et de l'autre côté, ce sont ces radis blancs, hein, semés ici. Alors, ils sont presque tous légèrement picorés parce que donc là, avec l'arrivée des températures très basses, les petites limaces noires, celles qui sont plutôt souterraines ou à la limite de la terre et qui s'attaquent très souvent aux racines, sont en train de faire pas mal de dégâts. Il reste quelques grosses vaches, ce que j'appelle les grosses vaches, les oranges, ce que vous avez vu tout à l'heure sur les images des choux. Mais donc à peu près tout ce qui est racines que je récolte a ces toutes petites traces.
Alors, très franchement, entre nous, hein, je m'en fous complètement parce que je sais qu'il y a des gens qui mangent des limaces parce qu'ils trouvent que les baves de limaces sont pleines de vertus, etc. J'en suis pas capable. J'avoue que si je dois manger de la viande, je préfère une cuisse de poulet, mais ça ne me gêne pas non plus qu'il y ait des petits trous. On va brosser ça, cuire, ou quand ce sont d'autres, des carottes par exemple, ou des céleris, manger cru mais râpé, et je m'en fous complètement du fait qu'il y avait des traces. Donc voilà l'exemple même de croissance, et donc là cultivé en sol nu, puisque j'avais, enfin semi-nu, l'essentiel du foin avait disparu. Là, avec la couverture qu'il y a eu, il ne reste quasiment plus de foin. Couverture, donc humidité qui a stagné. Alors, pour ceux qui auraient pensé que là j'ai pris le plus gros juste pour frimer, je prends celui-là à côté qui est du même calibre. Donc voilà un tout petit peu. On va continuer ces observations donc sous l'angle regain de croissance lorsque à l'automne, sur un sol chaud, l'eau, l'humidité du sol revient. Premier rang, vous avez cet artichaut. Cet artichaut est un semis fait cet été. C'était un machin qui était grand comme ça début septembre. Et regardez-le, il est magnifique. On peut s'arrêter là, oui, sur ces côtes de bête et cette mâche. Je vais déplacer la caméra. Alors ici au bas du tunnel à tomates, cette invasion, parce que c'est une invasion de côte de bête qui, vous demandez-vous sans doute, est due à quoi? Ben, elle est due au fait qu'à un moment donné, j'avais un bouquet de graines de côte de bête en main et je voulais ramasser quelques tomates, ça devait être au mois d'août, et je l'ai posé là. Et par le simple fait de poser ce bouquet floral, donc avec des fleurs mûres et des graines qui s'étaient formées, de le poser là, un certain nombre de graines sont tombées et lorsque l'humidité est arrivée, puisque là on est en dehors du tunnel, ça s'est mis à pousser tout seul. Alors qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais en partie en manger et puis en partie ça va être mon engrais vert, puisque donc j'ai évoqué tout à l'heure l'idée que pour moi un engrais vert c'est pas une plante que je cultive, c'est une plante qui est là au bon moment, peu importe que ce soit un légume et que j'en ai en trop et que je les foute en l'air au printemps, ou à l'inverse, que ce soit une mauvaise herbe que je tolère ou que j'encourage même dans mon potager. Et de la même façon, partout, là, est en train d'émerger de la mâche, couleur des feuilles bien vertes, signe que la mâche trouve suffisamment de nitrates, suffisamment de nourriture, parce que donc ça fonctionne dans le sol. Alors, autre signe de cette vitalité, ici, c'est un ensemble, j'allais dire un céleri branche, non, pas du tout. Ce sont plusieurs pieds de céleri branche qui ont poussé là, spontanément. Hein. Donc tout ça, c'est du spontané à partir, sans doute, de l'an dernier, des graines qui sont arrivées là. Je ne sais plus. Il me semble qu'à un moment donné, j'ai eu ici du céleri branche le long, juste à l'extérieur du tunnel. Hein. Donc, dans une partie qui, évidemment, prend les premières pluies. Autre signe de cette vitalité automnale tout à fait extraordinaire, ici le persil, mais je vais vous montrer la rangée qui est en haut, bien plus impressionnante. Et pour ceux qui sont encore convaincus qu'il faut absolument qu'un sol soit bien préparé pour que les légumes s'installent. Alors il y a déjà comme témoin ces côtes de bête que je vous ai montrées là,
devant le tunnel. Mais ici, il y en a carrément une qui est en train de pousser en plein dans le chemin où passent plusieurs dizaines de visiteurs par an. Et je ne parle pas des allers-retours que moi je fais avec les tondeuses et puis à pied. Et là donc à l'entrée haute du tunnel à tomates, même chose, une invasion de côtes de bêtes, celles qui sont plus grandes et devant des toutes petites, certaines qui lèvent tout à fait récemment. Alors là c'est tout à fait autre chose, hein. Pour ceux qui connaissent les vidéos que j'ai faites antérieurement, ici se trouvaient les pieds mères de cette côte de bête et qui sont montés en graines, que comme tous les légumes de mon potager, je laisse naturellement monter en graines et donc une partie de ces graines sont tombées ici sur place. Notez là encore que c'est le chemin d'accès par lequel j'arrive à mon tunnel quand je récolte mes tomates. Donc c'est là que je passais en juillet, en août, en septembre pour aller cueillir des tomates. Alors, croissance exubérante toujours, cette espèce de chou, donc très franchement, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ça a des aspects de chou de Milan, mais ne forme pas une belle pomme comme les autres choux de Milan là-bas. Ce n'est pas non plus un chou kale qui est en train de monter. Alors je pense tout simplement que c'est un hybride naturel, hein, donc qui s'est produit, une hybridation entre différentes espèces de choux que j'ai laissé monter en graines. Bon, ben, je vais faire une petite coupure là au montage pour approfondir un tout petit peu cette histoire de hybridation, hein, parce que hybride est quelque chose qui fait tout de suite dresser les poils sur la tête ou sur le torse des jardiniers, comme si c'était un gros mot, alors que l'hybridation est pour certaines familles de plantes quelque chose de tout à fait naturel. La plupart des belles orchidées botaniques sont par exemple des hybrides. Peu de gens savent que quasiment tous les pissenlits dehors sont hybridés. Ou les mûres, par exemple, quand on fait des analyses génétiques sur les ronces, on se rend compte qu'elles sont extrêmement diverses. Et c'est le cas aussi de certaines familles de légumes, dont celle des choux. Alors, comment savoir? Et donc, l'hybridation, c'est simplement une fécondation croisée chez certaines familles de légumes qui ont choisi de privilégier l'échange génétique et la biodiversité. D'autres ont fait un autre choix, l'autogamie, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé une recette, on va dire, donc une combinaison génétique intéressante qui leur permet de mieux réussir que les autres, ils la gardent. Ça, c'est les plantes autogames, celles qui se fécondent elles-mêmes. On va évoluer vers ce qu'on appelle des variétés stables, naturellement stables. Vous prenez une graine et vous la semez, vous obtiendrez à 95, 98, 99% la même plante que celle dont est issue la graine. Là, je parle de variétés, hein, les mêmes caractéristiques. Typiquement le cas des tomates, des haricots, par exemple. Et donc, les choux, malheureusement, comme les cucurbitacées, hein, la grande famille des melons, courges, pâtissons, courgettes, etc., sont des familles qui ont fait le choix de l'échange permanent, donc de se doter de la capacité de s'adapter en permanence au risque de perdre ses racines. Donc tout à fait naturellement, lorsque deux choux sont l'un à côté de l'autre, les butineurs, hein, donc
abeilles sauvages, naturelles, bourdons, etc., vont trimballer des graines de l'une des plantes sur l'autre. Alors, ceci est vrai pour les variétés, mais dans le cas des choux, il faut savoir que l'espèce, donc en principe, au sein d'une espèce, tous les individus arrivent à se féconder, quelle que soit la race ou la variété, ou le cultivar, c'est des noms, donc pour les végétaux, on utilise plutôt le terme de variété ou de cultivar. Pour les animaux, on utilise plutôt le terme race, mais c'est la même chose, c'est un groupe au sein d'une espèce. Et donc, dans le cas des choux, tous les choux, quasiment tous les choux que vous connaissez, sont la même espèce. Comment le savoir? Cherchez le nom latin, très exactement le double nom latin selon la classification introduite il y a fort longtemps par Linné. Et donc tous les choux sont Brassica oleracea. Je l'ai écrit pour pas que ma langue fourche, Brassica oleracea. Que ce soit les choux cabus, les choux de Milan, les choux-fleurs, les choux brocolis, le chou palmier, le chou kale, donc chou frisé, qu'est-ce qu'il y a encore? Les choux-fleurs sont des Brassica oleracea et donc sont susceptibles de s'hybrider, donc de se croiser. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel, rien de choquant. Et donc, ce chou que vous voyez là est probablement un hybride issu d'une de ces fécondations croisées spontanées par des abeilles, des bourdons, etc., et ayant donné quelque chose qui ne ressemble plus tout à fait au Milan, qui ne ressemble plus tout à fait au frisé, qui ne ressemble plus tout à fait à un chou cabu. Et si j'ai décidé d'incruster ce petit passage ici, c'est que ça, c'est un des drames des échanges de graines forts à la mode. Malheureusement, il y a des règles pour obtenir des semences. Alors ceux qui connaissent ces règles, donc les amateurs, peuvent tout à fait, de façon saine et propre, reproduire des graines. Par contre, quand on ne s'en donne pas la peine, si on ne fait pas ça proprement, en l'occurrence pour les plantes allogames, ça veut dire qu'il faut ensacher les fleurs choisies comme femelles et il faut de sa propre main assurer une fécondation avec du pollen issu de la même espèce et de la même variété, et donc en l'occurrence pour les choux, de la même sous-espèce. Quand on dit Milan, cabu, chou-fleur, brocoli, etc., ce sont des sous-espèces. Et donc, lorsqu'on ne prend pas ces précautions, vous avez sur un magnifique pied de chou-fleur qui avait fait une belle pomme de chou-fleur comme ça, qui monte en graines, vous avez ce genre d'hybrides qui peuvent apparaître tout simplement parce que l'abeille, elle s'en fichait totalement. Ou le bourdon d'ailleurs. Ou un autre butineur. Donc, vous n'avez pas de conservation de la variété, ou dans le cas des choux qui ont donc des groupes, des sous-espèces bien marquées, vous n'avez pas conservation de ces sous-espèces. Donc, des graines de brocoli, vous pouvez obtenir un bachibouzouk, qui est un chou qui peut être intéressant, mais qui en général sera juste un chou sauvage qui produit des feuilles, qui n'a pas de pommes, qui n'a pas de ceci, qui n'a pas de cela. Donc si c'est ça que vous voulez cultiver, échangez des graines n'importe comment, produites n'importe comment, il n'y a aucun problème, quoi. Sinon, soyez un tout petit peu plus prudent. C'était mon coup de gueule contre cette mode à la con des échanges de graines où tout le monde pense qu'il peut être un producteur de graines. Et je ne parle pas là de possible transmission de maladies, pas tellement chez les choux, ça concernerait plutôt les cucurbitacées. Voilà, mais je crois que c'est assez long. C'est juste donc pour que vous compreniez mon étonnement devant ce chou. Pour les aubergines qui sont là-bas, par contre, donc avec le petit passage qui a météorologiquement effleuré les 0 degrés et donc sans doute -1, -2 au niveau du ras du sol,
Ça y est, ce coup-ci, les aubergines sont cuites. Vous avez aussi, donc, dans les regains de croissance, ce cardon qui avait complètement séché sur pied après avoir monté en fleurs et dont cette pousse-là s'est formée depuis quand? Depuis un mois et demi. Donc là, sur le côté, un rejet, il y en a d'autres, il y en a des petits derrière, mais celui-là est particulièrement spectaculaire. Et là encore, hein, couleur vert sombre, signe pour n'importe qui que les nitrates sont là maintenant. Chou toujours, hein, donc ce chou cabu planté ici, donc fin d'été, début d'automne, est en train d'exploser. Par contre, pour les choux cabus, vous avez ceux-là sont ceux de l'été, hein, qui ont connu une croissance très très faible, dont certains sont en train d'exploser maintenant parce qu'ils veulent monter en graines. D'autres sont encore consommables, mais c'est des demi-portions. Hein. Et choux cabus, disais-je donc, dont chez moi, sur cette deuxième partie de l'automne, début d'hiver maintenant, la pomaison ne se fait pas toujours très bien. Hein. Donc ça donne des pommes relativement lâches. Alors ça tombe bien puisque je suis un très gros mangeur de choux crus et ces pommes lâches hachées au couteau donnent une espèce de salade moins coriace que les choux, les pommes bien fermes qu'on a l'habitude de manger. Choux rouges, dont je ne sais pas non plus ce qu'ils vont devenir encore, mais c'est là-bas que j'ai les plus spectaculaires. Et donc voilà ici, c'est quelques choux plantés, là encore, fin d'été, qui ont eu pendant très longtemps, n'ont pas bougé, ont juste survécu, un peu comme ils ont pu. J'ai dû arroser 2 fois ou 3 fois au moment où je les ai plantés en pleine sécheresse et qui maintenant connaissent une croissance explosive. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop, lui non plus, ce qu'il est. Chou rouge légèrement, mais vert aussi. Donc est-ce que c'est un cabu un peu croisé? Je n'en sais rien, mais en tout cas là, il y a une belle pomme qui est en train de se former, qui est relativement dense. Sur les autres choux rouges, là, c'est encore relativement mou. Celui-là m'a l'air un peu meilleur. Oui, mais enfin pas. Ce ne sont pas des pommes denses. Des mâches partout. Alors ici au fond, c'est choux de Bruxelles, jamais arrosés. Hein. Donc installés ici normalement au printemps. Hein. Donc enfin quand je dis au printemps chez moi, si vous suivez les vidéos, vous savez que j'installe toujours relativement tardivement parce que le sol est froid et que je prépare ces plants dans des godets, dans des châssis. Donc j'ai dû installer ça deuxième quinzaine de mai ou peut-être même début juin dans une épaisse couche de foin et je n'ai plus rien fait d'autre depuis. Alors j'ai souvent un problème avec les choux de Bruxelles, c'est que le sol est tellement meuble, naturellement, sans rien faire, hein, et malgré tous les efforts que je fais pour piétiner tout ça sans faire gaffe, souvent, ils sont déracinés par le vent. Ici, une sinistre trace du passage des râteaux-pieds. Hein. Donc cette côte de bête là a été totalement rongée par les râteaux-pieds et donc là elle sert, enfin ce qui reste, sert de nourriture aux bactéries, champignons, etc. du sol. Là aussi, hein, belle attaque de râteaux-pieds et malheureusement le piège est vide. J'ai échoué dans ma tentative de piéger ça.
Voilà, donc toujours manifestation de cette croissance exubérante à l'automne lorsque la pluie revient dans un système vivant comme ça. Cet artichaut-là, ça a été un semis de cette année qui était comme ça fin septembre quand les pluies sont arrivées. Et vous voyez l'ampleur et la taille qu'il a pris. Et voilà donc ce persil du haut avec quelques feuilles jaunâtres comme ça. En fait, c'est parce que là-dessous, il y a des galeries des râteaux-pieds qui, tout l'été, m'ont contrarié et ont empêché ce persil de se développer. Donc persil qui a été semé ici, arrosé début juillet ou fin juin quand je l'ai semé, et puis qui a été ensuite laissé à lui-même et qui donc est en train maintenant de se retaper considérablement. À l'arrière-plan, des choux de Bruxelles repiqués bien plus tard que les autres. Donc là, on doit être sur un repiquage en plein été. Ceux-là n'auront plus le développement qu'il aurait fallu. Et puis là-bas derrière, il y en a carrément d'autres que j'ai plantés, je pense, fin septembre, qui n'ont aucune chance. Donc il faut se donner la peine de bien comprendre le fonctionnement de ces différents légumes dits d'hiver ou possiblement d'hiver. Certains vont en fait faire leur croissance durant toute la saison pour ensuite faire ce que l'homme récolte durant l'automne tardif et l'hiver. C'est le cas des choux de Bruxelles. Vous développez un gros pied de chou durant toute la saison et ce sont des bourgeons placés à l'aisselle de chaque feuille, ici. À l'aisselle de chacune de ces feuilles, il y a un bourgeon qui se développe et qui est le chou de Bruxelles que l'on veut récolter. Et donc là, si la plante ne s'est pas développée, maintenant c'est trop tard. Elle part en mode former ces petits bourgeons pour préparer sa floraison au printemps. Même phénomène sur les choux brocolis, dont on récolte donc la floraison, donc le groupe qui devrait donner des fleurs. Donc à un moment donné, la croissance s'arrête et on passe en mode développement de ces pommes. Et si ça ne s'est pas développé assez avant, problème. Idem sur des choux de fleurs. Donc certains choux, il ne faut pas trop attendre ou il ne faut pas trop espérer les cultiver en contre-saison. D'autres, ceux dont on récolte essentiellement, on va dire, la biomasse, les feuilles, ou des feuilles enroulées en pommes, cette tactique est davantage possible, comme on vient de le voir sur des choux rouges, des choux cabus, et puis les choux kale, les choux frisés, sont typiquement ce type de légumes dont on ramasse des feuilles et donc qui, chaque fois qu'il y a une période douce durant l'hiver, vont pousser un peu. Il fait trop froid, ils s'arrêtent. Il fait de nouveau bon, ils repoussent de nouveau. Et donc, il y a une production de biomasse continue avant qu'au printemps, quand les températures remontent, le tout part en mode floraison. Et là, c'est fini. Alors, un légume qui bénéficie merveilleusement bien de ces conditions météorologiques humides, pas trop froid, ce sont les scaroles là, qui sont en train de littéralement exploser. J'ai eu beaucoup de malheur avec ces rangées de scaroles, des attaques de râteaux-pieds qui m'en ont gaulé tout plein. Là-bas derrière, vous avez tout petit scarole. En fait, j'ai remplacé après coup ce que les râteaux-pieds
m'avait gaulé, hein, donc ici, tout ça, j'ai dû le remplacer parce qu'ils m'ont fait des rangées entières en tirant les racines. Ils sont très avides des racines de ces chicorées scaroles, comme de toutes les formes de chicorées. Donc là, c'est, je dirais, le légume ou un des légumes, parce que je vais vous en montrer d'autres, qui profitent de cette arrivée tardive de fertilité à l'automne. Donc ça tombe bien, j'adore les salades et donc j'adore notamment les scaroles et plus spécialement les cœurs de scaroles, c'est quand même ce qu'il y a de plus tendre. Un peu partout là encore des mâches qui sortent spontanément avec quelques adventices sympas ou moins sympas. Donc là je vois par exemple une ortie. Alors celle-là je ne vais pas la laisser proliférer parce que je sais qu'avec son rhizome, l'année prochaine, si elle s'installe trop bien, elle ne va pas se laisser contrôler par le foin. Donc celle-là, elle n'est pas sympa, on la dégage. Mais la Véronique, elle est sympa. Elle est en train de fixer des nitrates. Et elle joue là un rôle très intéressant. Ici devant, pour information, j'avais semé pour la première fois de ma vie 2 rangées de Mizuna, après avoir une sorte de chou chinois, après avoir récolté les oignons qui se trouvaient là, les fameux Morada de Amposta, qui sont devenus absolument gigantesques malgré le fait que je les ai cultivés sans les arroser. Et puis par contre, là, aucun pied de Mizuna n'a levé. Mystère, je ne connais pas la cause. C'était pourtant un sachet nouvellement acheté, date limite indiquée dessus, 2025 ou quelque chose comme ça. Donc j'ai du mal à croire que les graines étaient en jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'en sais fichtrement rien. Et pour finir donc, ce coup de zoom sur les légumes qui profitent de cette belle arrière-saison, donc belle non pas au sens soleil, je parle là belle au sens agronomique, donc humidité, température encore suffisante. Ben, vous avez donc là des choux de Milan qui sont là depuis le printemps, enfin début de l'été, donc fin mai, début juin. Vous avez des poireaux que j'ai repiqués, ce sont des poireaux repiqués racines nues, à peu près à la même époque à travers le foin, et même chose pour les céleris. Donc c'était tous des plants que j'avais faits, soit en godet, soit en terrine, comme on dit, c'est-à-dire dans des plaques où on sème sur une petite surface, par exemple les poireaux. Et tous ces légumes-là sont des bisannuels, c'est-à-dire que cette première année, ils ne sont pas tentés par le fait de monter en graines. Et donc, je n'ai pas arrosé cet été, pas du tout, à cet endroit-là, à l'exception de ces scaroles qui ont été repiquées quelque part en plein milieu de la sécheresse en août et qui avaient une ligne de goutte à goutte. Le reste n'a jamais été arrosé, planté donc normalement, sécheresse. Ça a souffert, ça n'a pas bougé. Et puis maintenant, la fertilité arrive et tout cela pousse de façon tout à fait impressionnante. Je vais arracher ce poireau-là qui est à ma gauche. Et voilà donc un poireau, pas très grand, hein, pas très grand parce que donc, à mon avis, il a quand même beaucoup souffert cet été, ce qui l'a empêché de se développer en longueur. Et maintenant, il est en train de s'épaissir. Donc on va prendre ça. On va prendre là un céleri, celui-là.
qui est moyen, il y a plus gros et il y a plus petit. Voilà. Alors je ne vais pas tous les arracher parce qu'il faut que je mange tout ça. Donc voilà, rien de spectaculaire, mais une bonne portion de quoi nourrir tranquillement. Et donc si je n'étais pas devant la caméra, là, j'aurais pu, donc moi quand je ramasse pour moi, je ramasse bien sûr les plus gros d'abord. Puis ensuite, il y aura ces scaroles. Donc voilà un peu ce panorama de légumes à croissance automnale, avec, on l'a vu, éventuellement des contrariétés possibles au niveau de montée en graines, de précipitation du développement chez certains choux, par exemple, ceux qui vont donc faire des pommes, qui peuvent poser des problèmes. Mais je vais continuer à chercher, parce qu'il y a différentes espèces, différentes variétés. J'ai par exemple identifié une variété de laitue utilisée en Allemagne-Autriche et qui aurait une croissance durant l'hiver. C'est-à-dire pas seulement comme les laitues d'hiver qui passent l'hiver et poussent au printemps. Ce seraient des laitues qui, chaque fois que les températures remontent un peu en hiver, elles connaîtraient une phase de croissance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire sur des variétés qui sont plus adaptées à ces cultures de contre-saison, plus adaptées que d'autres qu'on a l'habitude de cultiver. Alors comme autre témoin de cette fertilité et de cette vigueur de la croissance automnale, j'aurais aussi pu vous montrer ces euphorbes, Euphorbia lathyris, qui est l'euphorbe réputée répulsive pour les ratopiers. Donc je suis en train d'installer ici une zone test et comme vous pouvez le voir là, c'est le délire. Ça pousse, ça se ramifie dans tous les sens, vert sombre toujours comme signe de ces nitrates qui sont présents. Ou là-bas, ah oui, ça je vais quand même déplacer la caméra pour vous montrer ce plantain, donc ce que d'aucuns appellent une mauvaise herbe, dont je pense que c'est une adventice extrêmement intéressante dans un potager. On va déplacer la caméra. Voilà, il s'agit ici du plantain dit lancéolé, donc qui fait ses feuilles en forme de fuseau, à ne pas confondre avec l'autre plantain, le plantain majeur, qui a des feuilles rondes. Et là, vous voyez donc, alors ce n'est pas un pied, ce sont plusieurs pieds de plantain, mais vous voyez quand même, je mets ma main pour que vous puissiez apprécier la taille qu'ont atteint ces plantains, avec ici en plein milieu, toujours bon signe dans un potager quand vous avez des champignons qui apparaissent. Alors pourquoi je disais que ce plantain est une adventice tout à fait intéressante dans un potager? J'ai lu, je pense que c'est dans le livre de Marc-André Sellos, que c'est une des plantes les plus mycorhizées. Donc la présence de ce plantain va me nourrir une grande quantité de champignons mycorrhiziens. Rien à voir avec celui-là. Celui-là, c'est un saprophyte, c'est-à-dire un mangeur de matière organique morte. Mais donc de ces champignons mycorhiziens entretenus durant la saison hivernale par ce plantain. Et donc au printemps, quand je vais installer là-dedans des légumes, très vite, la mycorhisation de ces légumes va se faire et mon système va repartir de plus belle.
Alors le lendemain matin, je vais quand même essayer d'incruster cette séquence dans ce que j'ai filmé hier. Aujourd'hui, ça y est, le temps humide, le temps de pluie a gagné, hein, le brouillard est parti et on a donc des nuages, une température assez douce d'une douzaine de degrés. Non, je veux insérer ça parce que j'ai régulièrement des gens qui me font des mails pour me dire que ce que je raconte, eh ben, chez eux, c'est la catastrophe, ça ne marche pas, etc. Eh bien, je peux vous dire que de temps en temps, chez moi aussi, c'est la catastrophe et ça ne marche pas comme je le raconte. Très exactement, il y a dans mon propre potager tout un ensemble de situations. Et je vais vous filmer ici un endroit où vous voyez que comme en bas, j'ai dégagé le foin dont vous voyez l'andin là-bas pour récolter les pommes de terre. J'ai laissé la terre à nu avec peut-être un peu plus de foin ici. C'est très exactement les oiseaux là qui ont gratouillé sous ces aubergines dont c'est à peu près la fin, même s'il en reste quelques petites. Et on projetait un peu de foin n'importe où. Et là non plus, je n'ai pas le bel assortiment, ce magnifique mélange d'adventices et de plantes cultivées, donc de mâches, de betteraves rouges, etc., que je vous ai montré en bas. Et il suffit de réfléchir 2 secondes, pourquoi? Là, c'est, je pense que vous le voyez en fond d'image, on arrive au haut du côté gauche, donc c'est la fin de mon cheminement à travers le potager. Chaque année, je rajoutais, ça marchait, et puis c'était pas fatigant, alors je rajoutais. Et puis donc, jusqu'à arriver ici, c'est la dernière zone à avoir été convertie. Et là, très exactement, était couvert pour la première fois en fin de printemps, en début d'été 2019. Il me restait des plants en godet dans les châssis et je ne savais pas où les mettre. Et ici, donc, c'était encore la prairie. Et donc, j'ai planté ces plants, j'ai mis un peu de foin après parce qu'en fait, au moment où j'ai planté, je n'en avais plus et l'agriculteur qui me livre avait autre chose à faire et donc il ne me l'a pas livré tout de suite. Donc j'ai planté des plants dans la prairie après avoir tondu avec ma tondeuse mi-2019. Ces légumes ont produit. J'ai ensuite couvert, planté les pommes de terre entre autres que j'ai récoltées cette année. Il y a eu ici des melons trop tardifs pour bien produire. Et puis, donc ici, j'ai récolté les pommes de terre et j'ai dégagé. Et évidemment, il ne pousse pas grand-chose, si ce n'est là, contrairement à en bas, j'ai beaucoup de laitrons. J'ai quand même un peu, quelques pieds de mâche de ci, de là, et quelques véroniques de Perse, un peu de mouron, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré en bas. Et ça s'explique très bien. Ce que je vous ai montré en bas, ça a l'air comme ça d'être le fruit de la négligence, mais en fait, c'est parce que, année après année, je balance des plants qui sont montés en graines et j'entretiens un stock de graines utiles sur le haut de mon sol, parce que quand je balance ça sur le foin, que ce foin se décompose, les graines restent à la surface du sol, et petit à petit, par la couverture du sol, j'élimine les adventices qui, d'habitude, se reproduisent par les graines, dont les laitrons. Donc là, il y a encore des graines de laitrons qui traînent des années passées. Ben, ils ont germé, ils vont disparaître, ou en récoltant la mâche, j'ai pas mon opinel, je dois l'avoir pourtant dans ma poche. Ah bah oui, il est là. Donc, par exemple, ce que je fais en récoltant une mâche ici, alors elle est trop petite, je ne vais pas la récolter, mais imaginez que je la coupe et en passant à côté, je pique ces 3 laitrons et ça y est, c'est fini. Et petit à petit, donc,
le stock de graines en situation de germer dans la partie haute de mon sol va s'épuiser et comme je ne retourne pas, petit à petit, ce système-là va évoluer vers ce qu'il y a en bas. Mais en bas, ce que vous avez vu, c'est quelque chose qui a 6 ou 7 ans de non-travail réfléchi. Ne pensez pas que c'est juste faire n'importe quoi et puis voilà, c'est comme par miracle, j'ai de la mâche, j'ai des betteraves rouges ou des choses comme ça qui poussent. Ah non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça, le potager du paresseux. Du côté du ciboulot, il faut réfléchir en permanence, même si on ne fait pas grand-chose, mis à part récolter, couper. Donc voilà, je vais au fur et à mesure incruster ces gros plans sur cette zone qui ne ressemble donc en rien à ce qu'il y a en bas, tout en ayant connu le même scénario, on va dire, hein, dégager le foin pour récolter des pommes de terre. Là, ici, on est juste un tout petit peu plus bas. Et là, c'est beaucoup mieux couvert parce que j'ai encore mis ces choux tardifs. Mais vous voyez que la situation est tout à fait autre. Dès qu'il y a un petit manque de foin, ici par exemple, il n'y en a pas assez épais. Et là, vous avez énormément de mâches qui est en train de s'installer. Il y a d'ailleurs 2 sortes de mâches. Celle à grosses feuilles, donc le type italien, et les petites coquilles, tout simplement parce que ici il y a de mémoire 2 années de culture en plus, et donc j'ai déjà beaucoup plus souvent balancé des plantes montées en graines, comme par exemple ici, ce reste de scarole. Donc ça veut dire que quelque part là-dedans, il y a des graines de scarole. Voilà ici encore ces tiges. Donc tout ce joyeux désordre se traduit donc par des repousses spontanées intéressantes l'année d'après. Là, vous avez des poireaux qui sont en train de sortir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, des fèves. Voilà, 2 pieds de fèves. Ici, un pied de fèves. Et ici, un autre pied de fèves, dont je ne sais pas s'ils auront le loisir de se développer sous mon climat. Ça dépendra si on se prend un grand coup de froid ou simplement des petites gelées. Mais voilà donc l'exemple même où on récolte ce qu'on a semé sous forme de pagaille les années précédentes. Ici, donc, le fameux plantain dont je vous ai parlé et que je laisse donc se développer au pied de ce chou dont je ne sais pas s'il deviendra quelque chose. Bon, oups, le soleil s'est fait la malle. Il y a 5 minutes le temps de planter la caméra et de la mettre en route. Il y avait un beau rayon de soleil qui noyait donc le potager. Et puis là, c'est les nuages qui se sont mis devant le soleil. Tant pis pour ces belles images que je n'ai pas filmées à temps. Voilà, donc je vais arrêter là cette vidéo. Donc avec, comment dire, le sentiment qu'il y a une piste tout à fait intéressante d'essais, de recherche à faire pour savoir avec le changement climatique, même dans des conditions aussi sévères que celles que nous connaissons ici dans l'Est sous climat continental, comment on peut s'adapter pour profiter de ce regain de fertilité qui s'installe à l'automne lorsque tout à coup l'humidité revient, lorsque les sols chauds sont sous leur couvert de foin et restent donc chauds un peu plus longtemps qu'un sol nu, et que tout à coup, à travers l'activité biologique, se met en place une accélération de la minéralisation et donc une fertilité chimique d'origine naturelle, je parle là d'éléments nutritifs, nitrate, potassium, phosphore, magnésium, calcium, etc.,
qui va profiter aux légumes. Alors autant donc les 3 derniers étés ont été quand on s'abstient d'arroser de façon massive, ont été pénibles, voire très pénibles, autant cette période automnale est tout à fait réjouissante à l'instar de ce pied d'artichaut qui a germé et qui s'est développé ici ces dernières semaines. Ou les choux que vous avez peut-être en premier plan d'image. Néanmoins, et c'est ça que j'ai voulu souligner, c'est pas aussi simple. Hein. On a vu que certains choux, tels que ceux qui produisent beaucoup de biomasse, hein, dont on mange essentiellement les feuilles, que ce soit ces choux kale ici en arrière-plan, que ce soit ces choux de Milan, ces choux rouges ou ces choux cabus, c'est-à-dire tant que l'on mange les feuilles, qu'elles soient roulées ou pas, en général, tout se passe bien. Ces choux-là, ils attendent une période de froid hivernal avant de monter en graines l'année prochaine. Donc, on peut être serein, même ceux qui sont petits, à la faveur de petites périodes douces, comme celles que nous connaissons aujourd'hui, il y aura de nouveau un peu de croissance. Par contre, sur d'autres choux, bien qu'ils aient la résistance, tels que les choux de Bruxelles, tels que les choux brocolis, tels que des choux-fleurs, la partie qu'on récolte est le début de la floraison. Et par conséquent, quand ces pommes, qu'on appelle également pommes, se développent, c'est qu'en fait, la plante a changé de braquet. Elle est passée de sa phase de croissance à sa phase de floraison. Et donc, si la croissance n'a pas eu lieu avant, eh ben, les choux vont rester petits, tels que ces choux de Bruxelles qui sont là-haut. Alors, à droite, ils sont très moyens et à gauche, ils sont ridicules et ils ne donneront jamais rien. Pour la simple raison que maintenant, ce sont les bourgeons qui vont donner les choux de Bruxelles qu'on récolte, qui vont se mettre en place. Alors sur des petits choux comme ça, qui sont là-bas, eh ben, il se mettra en place rien du tout. On a vu aussi que pour un certain nombre de légumes, la période est tout à fait favorable. Les navets, les salades scaroles, qu'est-ce qu'il y a encore du même acabit? La mâche, bien sûr, hein, parce que là, on est en pleine période de croissance normale de ces légumes. Et pour certains, c'est la phase de rattrapage. C'est tous ceux que j'ai fait souffrir durant l'été parce que je ne les ai pas arrosés et qui sont restés ridicules et qui ont qui faisaient pitié carrément, quoi. Je parle là des poireaux, je parle là des céleris par exemple, essentiellement, oui, c'est ce qui me vient à l'esprit, là je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Voilà, ceux-là vont maintenant, enfin sont en train, depuis le retour des pluies fin septembre, sont en train de rattraper leur retard de croissance. Ils ne montent pas en graines parce que l'hiver n'est pas passé, ce sont des bisannuels, donc ils vont se développer et monter en graines seulement l'année prochaine. En attendant, chaque fois que les températures sont suffisantes, ils peuvent connaître une période de croissance. Même chose pour des betteraves rouges. Si j'en avais réussi des semis de carottes, ce serait le cas de certaines carottes avec toute une gamme de légumes pour lesquels petit à petit les -2, -3 vont devenir des limites. C'est le cas notamment de certaines variétés de scaroles, c'est le cas des Batavia Iceberg que je vous ai montré un peu plus haut dans la vidéo. Bref, il y a là tout un secteur, à mon avis, d'essais, de recherche à faire chacun dans son coin en fonction de son exposition, en fonction de son climat. De mon côté, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que c'est un rayon tout à fait neuf.
il y a 30 ans, en Alsace, à cette époque-là, le potager était rangé. D'ailleurs, je vois sur YouTube des tas de vidéos en ce moment dont le thème est comment ranger, comment ordonner, comment nettoyer son potager. Ça me fait une peine immense parce que ce sont des gens qui n'ont apparemment pas bien compris le changement climatique, qui n'ont pas bien compris qu'il y a là en ce moment une phase de fertilité et que sous certains climats, très franchement, dans des climats plus doux que les miens, c'est maintenant, c'est il y a un mois, c'est fin septembre que la belle saison a commencé, ou début septembre, pour ceux qui ont eu des pluies importantes en septembre. Et c'est pour moi criminel, mais alors c'est des œillères pas possibles que de ne pas envisager des cultures appropriées à ces périodes de fertilité. Donc je trouve ça tout à fait dommage d'appliquer comme ça des recettes de grand-père, bref, des idioties. Je reviendrai par contre sur d'autres problématiques tout à fait sérieuses que pose aussi cette minéralisation de cette deuxième partie de l'année. Donc lorsqu'il n'y a pas de légumes, pour absorber tous ces éléments minéraux qui sont libérés, et tout particulièrement pour absorber les nitrates, il y a un sérieux problème. Et là, je traiterai ça dans une autre vidéo, même si mes vidéos sont relativement longues. J'ai quand même retenu de ma rencontre avec André Abrahami qu'il ne fallait pas que je mélange tout, il fallait que je traite un thème et un seul. Alors j'ai du mal à y arriver, mais quand même. Les nitrates, que faire des nitrates, comment gérer les nitrates, ce sera une autre vidéo et à bientôt. Allez, ciao! Chers amis du PP, cette vidéo pourrait être finie et puis malheureusement dans le potager du paresseux, tout se tient, une chose enchaîne l'autre et donc j'ai toujours le sentiment de vous avoir appris quelque chose et en même temps de vous avoir raconté une connerie. J'ai inséré un petit clip qui évoque la question des semences, autogamie, allogamie, etc. Et puis voilà, pas que je continue de mettre de l'ordre dans la serre et que je tombe sur ces chicorées scaroles montées en fleurs et puis ayant formé des graines, quantité incroyable de graines dans la serre durant l'été, hein, donc le coup de stress, manque d'eau, température très, très élevée, ont conduit ces scaroles à fleurir et puis à faire ses graines. Et puis cette affaire traînait. Alors, c'est une plante allocame à fécondation croisée. Donc théoriquement, je ne devrais pas produire mes graines sans certaines précautions, conformément à ce que je vous ai indiqué dans cette incrustation. Et pourtant, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, pourquoi? Parce que cette chicorée, dont je ne sais même plus la variété, parce que ça fait longtemps que je n'ai plus d'étiquette à son pied, qui était elle-même une poussée spontanée arrivée ici au printemps de cette année. Donc je ne sais plus ce que c'est. Donc conserver les caractéristiques de quelque chose dont on ne sait même plus tout à fait ce que c'est, bah, c'est un tout petit peu tirer les cheveux. Qu'est-ce qu'on tire les cheveux? J'ai oublié l'expression. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bien évidemment, sur cette chicorée, j'ai mis de côté un certain nombre de ces inflorescences, hein, ces groupements de fleurs qui se sont transformés en graines. Chacun de ces petits
glomérule que vous voyez là dans ce regroupement de fleurs, en fait, est une fleur et regroupe elle-même un grand nombre de graines. Alors c'est assez coriace et donc j'ai mis ça dans cette barquette de récupération parce que je vais égrener ça tranquillement assis dans mon salon plutôt que plié en deux ici dans ma serre. Et donc ça donnera une chicorée dont je ne suis pas tout à fait certain de l'origine, dont je ne suis pas tout à fait certain que c'est une race pure, c'est-à-dire c'est la variété qu'un jour, il y a, je ne sais pas quand, il y a 3-4 ans, j'avais acheté dans un sachet. Et puis quoi? Ce sera une chicorée. Peut-être un peu sauvage, un peu dénaturée, peut-être plus tout à fait celle que j'avais achetée, mais je crains qu'elle ne soit mangeable. Et moi, comme principal prédateur de mon potager, le reste, pourvu que ça pousse, et si possible que ça pousse tout seul, je m'en fous. C'est machin truc, ou c'est bidule machin, ou c'est telle variété. Alors ça, pour le gros de la production. Vous voyez que d'une idée, on arrive à une autre. Parce que quand j'ai besoin d'une chicorée particulièrement résistante au froid, pour des semis tardifs, tels que ceux que je suis en train de faire dans ma serre, ou une chicorée particulièrement précoce, tels les semis que je vais faire dès fin février, début mars, pour hâter une production, peut-être dans la serre, peut-être dans des châssis et peut-être en plein air. Là, une caractéristique d'une variété bien précise m'intéresse, et là, évidemment, je vais fouiller dans les catalogues et je vais chercher la plus résistante au froid ou la plus précoce et acheter des graines faites par un obtenteur qui l'a soigneusement sélectionnée et qui garantit la pureté de cette variété. Là, je ne bricole pas parce que je suis dans des conditions limites. Et le reste du temps, je vais vous montrer comment je bricole parce qu'il reste encore tout plein de graines là-dessus. Et suivez mon regard là. Je vais vous montrer comment on obtient ce que vous avez en partie vu dans ces images, c'est-à-dire que quand quelque part j'enlève le foin, spontanément, des mâches ou des scaroles ou autre chose va pousser. C'est un travail. Attention, suivez-moi. Alors voilà. Alors il fait plus beau aujourd'hui, même si à l'instant, ça s'est un peu couvert. On a eu quelques rayons de soleil. Temps magnifique par moment, avec surtout un éclairage absolument sensationnel sur la forêt. Et je dois donc dire que c'est Andrea Brami qui m'a dans lequel je vis. On est des fois comme ça, dans des coins, et on se rend compte de rien, l'habitude. Derrière moi, de résineux et puis de feuillus. Et donc ça donne une belle coloration. Il y a plus loin aussi une parcelle qui tout est un résineux qui perd ses aiguilles et qui se colore très joliment à l'automne, un peu comme ces asperges. Je les mettrai dans au-dessus de l'image, dans l'image. Je continue ma lente remontée et donc vous avez peut-être l'impression que je m'amuse, mais pour que dans les années qui viennent des choses poussent spontanément lorsque j'enlève le foin ici, eh ben, il faut qu'il y ait des graines. Et il faut qu'il y ait des graines non pas chauffées, compostées dans un tas de compost. Il ne faut pas des graines enterrées à 20, 30,
cm de profondeur par le travail du sol, par le bêchage, etc., il faut des graines en surface du sol. Donc là, je balance dans le foin. Le foin, lui, va se décomposer, donc son épaisseur, il va disparaître en quelque sorte. Et à un moment donné, les graines que je mets là vont toucher le sol. Et lorsque, au-dessus, il n'y aura plus de foin, donc lorsque la lumière touchera ces graines, et ben, l'une ou l'autre qui seront encore là vont germer. Bien entendu, je mets là des milliers de graines. Bien entendu, parmi celles-là, des centaines et des centaines et des centaines vont servir à je ne sais pas qui. Enfin, bref, à des parasites qui vont me bouffer ces graines. Je pense à des fourmis granivores. D'autres aussi, des vers de terre, et pourquoi pas les râteaux-pieds pendant qu'ils passent là, et puis j'en sais rien, peut-être des limaces, peut-être des... Qu'importe. Comme j'en mets, comme vous pouvez le voir, des milliers et des milliers, eh ben, il en restera toujours une petite centaine, on va dire. Et vous imaginez, une petite centaine de scaroles qui poussent toutes seules, et ben pour un modeste parasite du jardin comme moi, vous vous doutez bien que c'est largement suffisant. Donc voilà la méthode la plus paresseuse que j'ai trouvée. Renoncer à composter ça, parce que si je composte et que je fais un bon compost parce que je suis un maître composteur, c'est-à-dire un maître destructeur de matière organique, et ben ça va chauffer et ça peut détruire une partie de ces graines. Moi par contre, je les mets sans les chauffer, sans rien, en surface, c'est-à-dire ce qui se passerait dans la nature. Réfléchissez 2 minutes. Des raconteurs d'histoires sur YouTube, vous en avez. Mais la réponse à savoir est-ce qu'il faut faire comme ça, comme je fais là, elle est dans la nature. Qu'est-ce qui se serait passé si ce pied de scarole avait poussé ici? Maintenant, avec le retour de l'humidité, la base des tiges, les racines, seraient pourries. Hier soir, il y a eu un coup de vent, cette nuit même, un coup de vent assez violent, 70, 80, 90 km/h, et ça aurait couché. Et dans la nature, ça resterait comme ça, sur le dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'inspire de la nature, simplement, au lieu de mettre toutes les graines ici et d'en avoir sur 1 mètre carré, j'en balance partout. Voilà encore un exemple où le potager du paresseux, en s'appuyant sur des mécanismes naturels, nous permet d'atteindre ou d'aller vers, en tout cas, cet objectif basique, produire beaucoup, en l'occurrence beaucoup de scaroles, en ne faisant pas grand-chose. Je vais être très franc avec vous, ça m'arrange beaucoup. J'ai depuis quelques jours très mal au dos. J'ai été voir le médecin samedi et je passe des radios là, vendredi. Et donc je crains l'hernie discale et peut-être une opération avec un peu plus de chance ou moins de chance, ça dépend comment on voit ça. Ça ne pourrait aussi n'être que de l'arthrose et je pourrais ne me trouver qu'avec ces douleurs parfois lancinantes. Il y a quelques jours, il y a une quinzaine de jours, le soir, j'ai regagné mon lit à 4 pattes. Donc vous pensez bien que semer de la façon dont je le fais là m'arrange beaucoup. Si je devais bêcher, tout simplement, le potager resterait comme il est parce que j'en suis rigoureusement incapable.
vu l'état de mon dos, en plus de l'état de mon cœur. Voilà, alors, ce coup-ci, on va rester là-dessus, parce que je crains que personne n'ira au bout de cette vidéo. Vous avez remarqué que contrairement à beaucoup de youtubeurs, je n'ai pas cette manie de vous dire cliquez ici, cliquez là, cliquez là, cliquez là, parce que, vous le savez, je m'en fous. Je m'en fous complètement que vous cliquiez ou que vous ne cliquiez pas. Si ça ne vous intéresse pas, normalement vous pouvez cliquer en haut à droite. Tous les explorateurs internet ont une croix qui permet de quitter les vidéos dès que quelqu'un vous bassine et vous ennuie prodigieusement avec ce qu'il raconte. Allez, espérant que ce n'est pas le cas, je vous dis ciao et à une prochaine. J'ai encore plein de choses à vous montrer, notamment à propos de ces semis que je suis en train de faire et à ces tentatives de culture automnale, hivernale, comme je l'ai évoqué quelque part sur le chemin de cette vidéo. Je trouve consternant ces vidéos qui commencent, c'est l'automne, il faut ranger son jardin, il faut nettoyer l'outillage, comme si en hiver on ne pouvait plus produire, alors que alors l'hiver, ça va être une autre paire de manches, mais l'approche de l'hiver tel que nous le connaissons là, j'espère vous en avoir convaincu avec ce que vous avez vu dans cette vidéo, est une période de croissance absolument formidable. Et donc ce serait dommage que de songer à nettoyer, à moins d'être toujours l'obsédé du jardin propre. Ah oui, là, si vous êtes l'obsédé du jardin propre, vous ne voyez pas que le Père Noël arrive et que ce soit le bordel dans votre jardin. Là, évidemment, le Père Noël ne serait pas content. Ciao.